Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, épisode 11. On est avec Arty, Art Milan, un ami à nous. On va t'appeler Arty durant toute la vidéo. Très bien. On est également avec Meryl et aujourd'hui, encore une fois, on est dans les studios de la Capsule. Donc le studio qui sponsorise notre podcast sur Paris. Donc merci à eux de nous accueillir dans ce super décor et merci à eux de nous proposer un montage de cette qualité. Arty, on est très content de t'accueillir. Arty, c'est un pote à nous dans la vie de tous les jours. Tu es plutôt connu sur les réseaux sociaux, notamment Insta et TikTok, pour nous parler de la gestion du stress. Donc, c'est un sujet que notre audience affectionne particulièrement, puisqu'on parle de santé physique et santé mentale. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te décrire ? Si tu vaux que quelques mots. Bien sûr, tu peux le faire en plusieurs minutes. Je vais faire de condensé. Avec plaisir. Bonjour à tous déjà. C'est ici. Ouais, Ouais, moi c'est ici, toi c'est ici. Très bien. Donc ouais, moi c'est Art Milan. Arty, c'est plus facile. Et sur les réseaux, Adomeos, si vous m'avez vu passer, c'est sous ce nom-là. Et moi, je crée du contenu pédagogique, du contenu principalement pédagogique, pour essayer de sensibiliser les gens à la question de la gestion du stress, à déjà la question du stress tout court. Qu'est-ce que c'est le stress ? Pourquoi est-ce que c'est ton meilleur ami avant de devenir ton pire ennemi ? À quoi ça sert ? Quels sont les mécanismes physiologiques du stress ? Et quels sont les liens avec tous les sujets dont on parle déjà beaucoup dans la santé, à savoir l'alimentation, le sommeil, l'activité sportive, la complémentation, la relaxation, la respiration, tout ça. Voilà. Ouais, ça englobe à peu près tout. Donc c'est super, on va pouvoir parler un peu de tout. Donc ouais, tu as dit que tu créais du contenu sur les réseaux sociaux sous le nom de Adomeos. Déjà, ça veut dire quoi, Adomeos ? Alors, j'ai mis du temps à trouver ça, à trouver un truc qui me plaise à peu près. Adomeos, ça veut dire vers l'équilibre. En gros, ad, c'est aller vers en latin. Homéos, c'est pour homéostasie. L'homéostasie, c'est un mécanisme selon lequel tout système, en l'occurrence ton corps est un système, l'humain est un système, tout système en dehors sans perturbation extérieure va automatiquement revenir à un état d'équilibre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc perturbation extérieure, en l'occurrence, ça peut être, je sais pas moi, manque de sommeil, mauvaise alimentation, les classiques, mauvaise hydratation, ce que tu veux, trop de sport, pas assez de sport. Donc tout système va revenir à un état d'équilibre, donc homéos pour homéostasie, et donc ad, homéos, vers le retour à l'équilibre, vers l'équilibre. C'est philosophique. Et je trouvais que c'était assez fluide à prononcer, même si la plupart des gens n'arrivent pas à s'en souvenir, ils m'appellent Ademos, vas-y. Comme PNL là ? Exactement, on m'a fait le coup une fois il y a une semaine. Est-ce que quand tu parles d'équilibre, c'est le corps revient à son équilibre d'avant ou l'équilibre change ? Par exemple, tu fais trop de sport, le corps il te met une claque, tu reviens à ton équilibre d'avant, ou en fait le corps change sa norme d'équilibre ? Tu fais référence à l'hormèse, Oui. au fait qu'on puisse élargir sa zone de confort et augmenter son niveau de performance. Je fais référence à l'état d'équilibre le plus adapté aux exigences actuelles de ton quotidien, en fait. Si ta vie, c'est être prof de surf au bord de la plage, faire la sieste 3 fois par jour et manger du homard, Oui, en fait, ton équilibre, ce sera un niveau de stress très bas. Si ta vie, c'est gérer 3 boîtes, vivre à 100 à l'heure, manger une clémentine toutes les 48 heures. dédicace pour la régie. Et être tout le temps à 100 à l'heure, tu vois, avoir plein de responsabilités, plein de choses à gérer, plein de problématiques à gérer, bah là, tu as besoin d'évoluer à un niveau de stress élevé. Et donc, ce sera de réussir à trouver un équilibre où tu peux assumer ces responsabilités-là, ces exigences-là, sans t'épuiser, sans dépasser tes propres capacités d'homéostasie, de retour à l'équilibre. Ok, intéressant. Bah moi, je vais avoir une première question. Qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic pour la gestion du stress ? Est-ce que tu as eu un événement qui t'a tellement mis dans un état de stress, tu t'es dit, bon là, c'est plus possible, ou juste pas parce que tu t'intéressais au stress, tu t'es dit, bon allez, je vais un peu creuser le sujet, ou voilà. Il y a plusieurs choses. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? C'est vraiment une bonne question, ça. Bon, c'est marrant, on ne l'a jamais posé. Déjà, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la gestion du stress en 2015 grâce à Lafay, Olivier Lafay, méthode Lafay. Le 3e bouquin qu'il a sorti à cette époque-là, où il mettait vraiment l'accent là-dessus. La méthode Lafay, c'est une méthode de musculation assez complète qui, au lieu de se focaliser juste sur la croissance des muscles, va considérer l'humain comme un ensemble et englober pas mal de facteurs. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça à ce niveau-là, à cette époque-là. C'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était quelque chose d'aussi important que tous les autres leviers du bien-être. Avant ça, il y avait eu l'alimentation, le sommeil, etc. Et événement, ouais, je dirais 2017, rupture amoureuse.
effondrement émotionnel et psychologique. Et là, tu te dis, bon, ça va pas du tout, faut que je mette des choses en place. Ouais. Et donc, t'apprends et t'essayes de rebondir comme tu peux, quoi. Bah, c'était ça, je pense. Ok. C'est le moment où, ça allait pas. Et je me suis dit, bon, c'est bien, je mange bien, je fais du sport, mais ça marche pas. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié, quoi. Ok, un élément, cet élément-là qui n'était pas pris en compte. C'est le premier truc qui me vient, ouais. Je pense que c'était l'élément, en fait, qui te dit, bon, ça fait des années que tu veux pas voir le problème à la source et que tu traites les conséquences du problème en essayant de fixer, de mettre de la rigidité, de rajouter des habitudes, du cadre, etc. Et en fait, il fallait que tu regardes en toi et que tu vois là où il y a des vides et que tu te concentres là-dessus. C'est cet événement-là, ouais. Ok. Parce que tu vois, c'est vrai que la gestion du stress, c'est tout le monde sait ce que c'est le stress. En même temps, personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est comme dire je vais être en forme, c'est quoi la forme? Ouais. Est-ce que c'est bien manger, bien dormir, bien faire du sport? Est-ce que c'est sourire? Comment tu définirais en quelques mots, toi, ce que c'est le stress? Je vais te donner la définition académique, parce que c'est important de partir de ça pour bien comprendre, parce que comme tu l'as dit, ça concerne tout le monde, mais la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est, et ils amalgament le stress avec les conséquences du stress. La définition originelle du stress, Anne Selly, qui a travaillé là-dessus, nous dit, je vais essayer de te la réciter de tête. Vas-y, c'est un ensemble de mécanismes physiologiques que le corps met en place pour réagir à une perturbation extérieure. Une perturbation extérieure, donc ça peut être tu te fais agresser par un animal sauvage, ou il fait moins 20 degrés, ou t'es en manque, tu manges pas assez, ou t'as fait trop de sport, ou peu importe, ou tu dois parler devant 1000 personnes, ça te stresse. Ça, c'est un stresseur, c'est une source de stress, et ton corps, par différents mécanismes hormonaux, et par tes sens, va interpréter l'information comme étant un danger, et va provoquer des réactions physiologiques de stress. Réactions qui ne servent qu'à une chose, c'est t'aider à survivre. Ouais. Tu vois, au fond, les fondamentaux des fondamentaux, c'est ça. T'aider à survivre et à faire face à cette perturbation extérieure qui risque de dépasser tes propres capacités d'adaptation, qui risque en fait de te blesser, d'altérer ton intégrité physique. C'est pas si simple que ça comme définition, mais en gros, le stress, c'est nos réactions physiologiques. S'il fallait retenir qu'une chose, c'est ça. Et c'est un réflexe de survie, en fait. Et c'est indispensable. Ouais. Si on n'a pas de réaction de stress, on réagit à rien, on est un légume, quoi. Tu vois. Ok. Voilà ce que je te dirais. Justement, dans tout ce qui est gestion du stress, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tout qui peut nous stresser. Et on n'a plus que peu de choses, en fait, qui peuvent nous permettre à gérer le stress. Donc, si on va parler de méditation, de calme, d'étirement, tout ça. Ouais. Si on regarde ce que les gens faisaient il y a 300 ans et ce qu'on fait plus maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle la religion. Oui. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, quand on voit à la fois à quel point le stress augmente et la religion recule, est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Ou est-ce que la religion, c'était juste quelque chose qui servait, on va dire, à contrôler le peuple, ou il y a un vrai besoin humain naturel derrière tout ça? Je t'ai lancé... Tu poses vraiment des questions intéressantes. J'aime bien. Alors, il y a un lien, selon moi, entre le fait que le niveau de stress moyen augmente et le niveau de croyance recule, de croyance religieuse en tout cas. Le fait que l'Occident tout entier soit dans une crise spirituelle, c'est pas la seule cause qui fait que le stress augmente. Il y a aussi plein d'autres facteurs. On vit à 100 à l'heure. Les sources de stress, les stresseurs n'ont jamais été aussi nombreux. Tu vois ? La qualité de vie est mauvaise aussi. La qualité de vie est mauvaise. Donc les capacités du corps à résister au stress baissent parce qu'il y a des polluants, parce que les aliments sont pauvres en nutriments, parce qu'on est en manque de sommeil, parce qu'il y a la pollution électromagnétique, etc., etc. Donc d'un côté, nos capacités à gérer le stress baissent, les sources de stress se développent, augmentent et sont de plus en plus nombreuses. Et pour en revenir à la croyance, moi, ce que j'ai fini par comprendre au fil des années, c'est qu'en fait, c'est mon point de vue, mais je pense que beaucoup vont le partager, c'est que la croyance religieuse, ça joue plein de rôles dans une société. Ça peut servir à contrôler les gens. Ça peut servir à vulgariser des concepts compliqués pour que tout le monde puisse les comprendre, même les plus cons. C'est important. Mais ça sert aussi à ce que les gens aient quelque chose auquel se raccrocher. Et ça permet en fait de dissiper l'anxiété, de dissiper l'incertitude. Parce que la vie, c'est de l'incertitude. La vie, c'est du risque, c'est de l'aléatoire. Tu peux te prendre une voiture dans la gueule un soir, t'avais pas prévu, tu vois. Dédicace à notre pote qui s'est pris une voiture hier soir. Donc la vie, c'est de l'incertitude. Et en fait, si tous les jours tu penses à ça, si tous les jours tu te dis putain, mais je peux mourir dans 5 minutes écrasé, je peux me prendre la foudre, tout peut m'arriver, t'es en stress en permanence. Oui. Si t'es en stress en permanence, tu vis plus. Ton niveau de cortisol est tellement élevé,
ton cerveau il est en mode alerte, il est en mode survie, tu peux plus vivre. Tu peux plus être serein en fait. Tu peux plus te concentrer sur des trucs un peu plus subtils. Tu es en permanence en mode survie. Et donc pour moi, le principal rôle de la croyance religieuse, c'est ça, c'est d'aider les gens à dissiper l'anxiété, à dissiper tout ce stress qui est lié à l'incertitude de la vie elle-même. Tu vois. Et donc je pense, oui, que c'est pour ça que je pense que le fait qu'on ait perdu, en bonne partie, on ait perdu cette croyance religieuse, ça joue dans le fait que les gens se sentent de plus en plus anxieux, ouais, bien sûr. Okay. Et je pourrais t'en parler un moment de ça, mais si tu veux, pour moi, c'est un des principaux sujets. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se détournent de la religion parce qu'ils comprennent pas les fondamentaux, parce qu'ils voient ça comme une contrainte. Ils ne voient que l'aspect contraignant de la religion. Ils ne comprennent pas la valeur ajoutée. Et en plus, ils se persuadent qu'ils sont non-croyants, mais en fait, les non-croyances, la non-croyance, ça n'existe pas. Tu fonctionnes toujours avec des croyances. Et si c'est pas des croyances religieuses, ça sera d'autres croyances. Ça peut être des croyances scientistes, ça peut être des croyances wokistes, ça peut être des croyances écologistes, tout ce qui finit en iste en fait. Dès qu'il y a un vide de croyances quelque part, il sera rempli par quelque chose parce que le cerveau, il a besoin de se raccrocher à quelque chose. Exactement. Tu peux pas laisser du vide, ça ne marche pas. Dès qu'on en discutait avec Meryl, on pense qu'en 2024, un des grands piliers qui va faire son retour en entrepreneuriat, c'est justement la religion. Je suis persuadé. C'est vrai. Parce que tu vois, ça fait 10 ans, on parle méditation, gratitude, pensée positive. Ça s'apparente à pas mal de religions, dont la religion chrétienne. On nous parle, on va y revenir plus tard, avec tout ce qui est douche froide, dev perso. En fait, tout ça, c'est des trucs qui gravitent autour de la religion. On parle d'univers, on parle de vie, on parle pas de Dieu. Et là, il y a des créateurs qui commencent à en reparler. Par exemple, tu vois, Antoine Blanco, qui est quand même pas mal exposé sur les réseaux. J'ai pas entendu qu'il parlait de ça. Il en parle souvent, tu vois. Il en parle, c'est touchant quand il en parle. Je pense qu'en 2024, ça va faire son grand retour dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis quasiment convaincu. Que les gens vont se dire, attends, je crois que j'ai loupé une case au début. Je comprends ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, j'ai 35 ans, à 20 ans, j'étais... Voilà. C'est intéressant. Je sais pas si ça se fera en 2024, mais pour moi, c'est lié au contexte. En contexte de crise, en contexte de raréfaction des ressources, les gens se tournent naturellement vers la croyance. Parce que qui dit raréfaction des ressources, qui dit crise, dit augmentation du niveau de stress. Et qui dit stress, dit qu'on se tourne automatiquement, inconsciemment, vers des croyances. Et je pense que c'est pour ça que depuis quelques années, tout ce qui est spirituel revient en force. Mais en fait, ça n'a rien inventé. C'est juste une réinterprétation un peu New Age des croyances religieuses. Avec un peu plus d'égoïsme, un peu plus d'autocentrage, un peu plus de délire. Non, je ne sais même pas quel mot utiliser, mais c'est la même chose en fait. C'est toujours la même chose. C'est juste pas le même mot, quoi. C'est juste des mots différents, des concepts différents. C'est juste qu'on veut pas. On veut pas s'identifier à telle et telle croyance religieuse parce que on veut être notre propre maître. On veut pas se plier à telle ou telle règle parce que ça c'est quelque chose de très nouveau, tu vois, de très à la mode. Mais finalement, on va se raccrocher à une croyance quoi qu'on veuille. Ouais. Et cette croyance, elle va être celle qui sera le plus proche des conditionnements qui sont les nôtres, de l'éducation qu'on a reçue, des études qu'on a faites. Tu verras rarement un mec qui a fait 5 ans d'études d'ingénieur devenir un fervent défenseur de la loi de l'attraction et de la théorie de on a des anges gardiens qui veillent sur nous et de machin, tu vois. Non, mais c'est pas cohérent. Oui, il va plutôt devenir zététicien, tu vois. Parce que ça correspond plus à ses frayages neuronaux, à la façon dont il s'est autoconditionné. Ok, très bien. Mais juste pour rebondir, il n'y a pas quand même des scientifiques qui sont quand même vachement croyants et pourtant Ouais, non, c'est vrai. Donc en fait, il y a des gens qui ne sont pas forcément que terre à terre et qui ont quand même ce côté spirituel. Il y en a. Là, j'ai tracé un narratif très lisse, très droit. Oui, mais en général, c'est pour schématiser, pour vulgariser. C'est pas la réalité ce que je viens de dire, mais c'est tout peut-être la réalité de maintenant, mais peut-être qu'avant, il y avait, comme la religion était beaucoup plus présente, les gens. En fait, je pense que ce que tu décris là, je vois ce que tu veux dire, et oui, il y en a. Mais je pense que pour qu'un scientifique accepte l'idée de Dieu au sens large et accepte de dépasser le rationnel pour aller embrasser ce qu'il peut pas comprendre, il faut qu'il ait un niveau de stress suffisamment bas. Ouais, parce que s'il est trop stressé, il n'aura pas suffisamment d'espace, d'énergie disponible pour réfléchir, il sera en mode survie, et donc il ne pourra pas aller appréhender
ce qui le dépasse, le complexe, l'incertitude, tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, Mais mais tu sais qu'Einstein et Hawking étaient croyants. bien sûr. Il y a une stat qui fait réfléchir aussi, c'est 2 scientifiques sur 3 qui sont prix Nobel sont croyants, contre 1 prix Nobel sur 3 littéraires. Pourquoi, à ton avis? Non, mais je sais très bien pourquoi. C'est Pourquoi plus idéologique. Les littéraires sont moins des gens religieux que les scientifiques. Mais c'est vrai que, tu vois, on a toujours opposé, on est clairement parti dans le débat de la religion, mais on a toujours opposé religion et logique. Ouais. En fait, très peu. Je te propose qu'on boucle le sujet de la religion. Si on commence là-dessus, Parce moi, qu'on fera un podcast spécial religion. On a d'autres petites questions Ouais. pour toi. je t'en prie, vas-y, enchaîne. Parce Et que- justement, comment tu reconnais quelqu'un de stressé? Si on doit vraiment être pratico-pratique, Alors, ça peut peut-être aider Putain. les internautes, ceux qui nous regardent, à savoir si vraiment ils sont stressés ou pas. Ça Bonne question, aussi. top là. Hein. ça, c'est une top question. Comme dirait l'autre, top produit, ça. Oh, des nuggets. Je sais pas la ref. C'est un mec. C'est le Jean-Michel nutritionniste de mes Cohen. couilles, là, nutritionniste de plateau télé qui a un étalage de produits McDo devant lui et qui dit alors le Big Mac, top produit, ça, le Big Mac. Vas-y, frérot. Des nuggets, top produit, vraiment chez McDo, je recommande. Et en fait, tu sais pas ce qui s'est passé. Là, je veux même pas savoir. On veut pas savoir. Ouais. Bon, la question était Je reviens sur intéressante. ta question. À quoi je reconnais quelqu'un est stressé? Déjà, la posture. Ok. Alors, quand tu dis stressé, tu veux dire stressé là, à l'instant T, cette personne est à un niveau de stress très élevé ou cette personne est chroniquement stressée depuis des mois, voire des années? On va peut-être faire les deux. Ouais, on peut faire les deux parce Ok. que. À l'instant T, quelqu'un de très stressé, c'est quelqu'un qui est hyper vigilant. Ouais. Il regarde tout ce qui se passe autour de lui, tu vois. À peine tu l'effleures, il va sursauter. Il va avoir un niveau d'adrénaline très élevé, tu vois. Petit check. Donc il va parler vite, il va avoir beaucoup d'énergie, il va être beaucoup dans la... Comment dire? Il a beaucoup bougé aussi, peut-être. non Ouais, il va être un peu, il va être nerveux en fait. Ouais. C'est les signes de la nervosité. Et quelqu'un qui est stressé de manière chronique à plus long terme, il y a moins de chances qu'il soit dans cet état-là. Parce que cet état-là, en fait, c'est l'état adrénaline, cortisol élevé où tu es hyperactif. Mais si ça fait des années que tu es en stress, il y a des chances que ton système endocrinien soit un peu épuisé et que du coup, la réponse hormonale, elle soit plus qu'elle devrait être. Et en fait, tu vas plus avoir cet état d'euphorie. Ok. C'est ça le mot, euphorie. Par contre, ça risque de te voir sur ta posture. C'est très lié à ce dont je parle souvent, inhibition de l'action. L'expérience avec les rats dans Ilabori, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, ou on mettra un lien, je ne sais pas, mais quelqu'un qui est stressé chroniquement depuis des années et qui, du coup, subit l'inhibition de l'action, qui ne peut pas fuir ou combattre pour réagir au stress, il va avoir déjà des tensions au niveau du diaphragme, parce qu'en fait, il va avoir le souffle court, son diaphragme va se tendre, ça va réduire son amplitude respiratoire, et cette tension musculaire-là va rayonner dans tout le corps, va provoquer des tensions au niveau des trapèzes, de la nuque. Donc souvent, il va avoir tendance à avoir le haut du dos courbé, énormément de tension et de rigidité dans les trapèzes. Et un autre truc, c'est que comme l'amplitude respiratoire se réduit au niveau du diaphragme, le corps, il est pas con, il veut que tu survives, donc en fait, il va avoir tendance à détendre le transverse, le muscle qui est sous les abdos, il va avoir tendance à se détendre pour limiter le fait que l'amplitude respiratoire se réduit, pour garder une certaine amplitude respiratoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que s'il y a trop peu d'amplitude respiratoire, en fait, on meurt. Ok. Le corps est bien fait, hein. Le Ouais. corps est bien fait. Donc, quelqu'un qui est stressé chroniquement et qui subit l'inhibition de l'action et clairement qui se fait vicose dans la vie, quoi, en chair, il aura le haut du dos courbé et il aura le bas du ventre gonflé. Il aura une posture, En avant. la posture du loser, en fait. Comme les homards avec Peterson. Exactement. Système sérotoninergique des homards très proche de celui des humains. Monsieur, enchanté. Bien vu. C'est exactement ça. Et ça, c'est ultra intéressant parce qu'en plus, consciemment, si t'as pas été éduqué à ces questions, tu sais pas que telle personne qui est voûtée, le ventre gonflé, qui se tient un peu comme ça, elle est stressée. Ouais. Par contre, inconsciemment, tu sais que cette personne-là, elle est pas en position de dominance. Elle est Ouais. pas en position D'assurance, ouais. d'assurance. Ouais. Et d'ailleurs, normalement, si tu fais des tests hormonaux à cette personne-là, il risque d'avoir des niveaux de sérotonine assez bas parce que il n'incarne pas La confiance. la confiance. Ouais. Exactement. Et ça, en fait, inconsciemment, on le sait tous, on le sent tous. Et nos choix, nos comportements sont beaucoup drivés par ça, dans les interactions sociales. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça que je trouve ta question intéressante. La réponse était très intéressante aussi. Ben, merci. Mais tu vois, quelqu'un qui se tient bien droit, c'est pour ça qu'on dit toujours, tu veux avoir l'air confiant, Tiens-toi. Ouais. tu veux avoir l'air confiant, tiens-toi droit. La posture, Tu veux qu'on l'image pense que tu... Exactement. Pense à l'image que tu renvoies, tiens-toi droit, bombe le torse, etc. Mm. Ça, en fait, c'est
quelqu'un qui est en bonne santé, qui gère bien son stress, qui a une bonne mobilité du diaphragme, qui travaille son transverse, qui travaille sa flexibilité de la colonne vertébrale, pour pallier aux effets de l'inhibition de l'action, bah justement, il va naturellement avoir cette posture-là. Il n'aura pas besoin de se forcer. Ouais. Et il y a de grandes chances qu'il ait des niveaux de sérotonine élevés, des niveaux de testo élevés, en l'occurrence pour les hommes et même pour les femmes, parce que personne n'en parle jamais, mais toi, t'en parles des fois. La testo, c'est important pour les femmes. Testo, c'est important pour les femmes aussi. Je crois qu'on va faire 10 épisodes avec toi. Avec plaisir. Là, c'est pour la sérotonine, je rebondis sur quelque chose, c'est très intéressant. Donc, il y a la théorie des homards de Peterson, que plus tu as confiance, plus tu tiens droit et plus tu sécrètes de sérotonine, parce que ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, tu vois. Et la sérotonine, c'est un peu l'hormone de la confiance. Et en fait, il explique aussi dans son livre 12 règles pour une vie, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai dit ça dans l'avion. Je l'ai relu dans l'avion l'autre jour. Il expliquait qu'en fait, avant, tout le monde avait beaucoup de sérotonine, tout le monde était très confiant, parce qu'en fait, si tu étais très bon au tennis, tu étais le meilleur de ton village, donc tu étais numéro 1. Maintenant, tu te compares avec Nadal quand tu fais du tennis, et en plus, grâce ou à cause d'Internet, tu te compares à l'échelle entière. Ouais. Tu vois, nous, on faisait la réflexion avec Meryl, elle a 23 ans, j'en ai 24. Dans le panorama d'entrepreneurs, on est clairement en avance. On a les podcasts, on a compris des trucs. Mais par contre, t'as des petits mecs de 7-17 ans qui charbonnent et on se dit... et toi, tu viens d'avoir 30. Dans 2 mois, j'ai 30 ans. Dans 2 mois, t'as 30. Voilà. Tu vas te sentir encore plus en retard. Alors que je crois que le millionnaire moyen, il a plus de 50 ans. Oui, mais parce que nous, on est très au fait que le paradigme a changé et qu'aujourd'hui, tu peux exploser en un an. Quand tu as compris les trucs à 16-17 ans, on a conscience de ça. Donc nous, on se compare à ça et oui, effectivement, ça a un impact. C'est pour ça qu'il faut pas... Parfois, c'est bien de se comparer à mieux parce que ça permet de se motiver, de se mettre un coup de pied au cul, mais il faut aussi se comparer à où on en était nous-mêmes il y a un an, il y a 5 ans. Prendre du recul, ouais. Okay. C'est vrai que pour ça, les réseaux sociaux, c'est assez toxique parce qu'on a envie de s'abonner à tous nos modèles, toutes nos idoles, tous nos mentors. Mais il y a cet effet pervers, ouais. Il faut être maître des réseaux pour vivre de ça et ne pas utiliser le téléphone. C'est l'idéal. Après, en fait, toi, ta valeur ajoutée, elle est dans le partage. Tu vois, moi, quand j'écris un post LinkedIn et qu'il plaît, ma valeur, elle est dans le fait de donner quelque chose d'intéressant. Pas de répondre merci beaucoup à quelqu'un, même si ça me fait plaisir. Ouais. Je pourrais tout simplement, un jour après avoir publié mon petit post, aller voir tout ce qui s'est dit et la tendance générale, sans être sur ton téléphone à réponds. C'est ça, en fait. Bref. Tu veux dire que tu pourrais le faire, mais tu préfères ne pas le faire pour limiter... J'ai pas compris, je crois. Ouais, c'était pas très clair. Pour pas... Non, juste tu postes, mais par contre, tu réagis pas, t'es pas là, parce que c'est pas là où t'as ta valeur ajoutée. Ah, ok, je comprends. Ouais. C'est parce qu'en fait, ta valeur, elle est dans ce que tu apportes. Je comprends. Pas dans le fait de répondre à quelqu'un, merci de ton soutien. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, c'est une perte de temps et d'énergie folle, t'as mieux à faire, quoi. Ok. Et du coup, en quelques mots, comment tu pourrais nous donner la différence entre le stress et l'anxiété ? Parce qu'on parle aussi beaucoup d'anxiété. Bien sûr. Et... Est-ce qu'il y a une différence majeure ? Si oui, Oui, pour moi, il y a une différence majeure, c'est qu'on amalgame les deux alors que ça n'a rien à voir. Ouais, voilà. Le stress, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des réactions physiologiques pour réagir à une perturbation extérieure. C'est un mot fourre-tout, le stress. Mais c'est un truc, c'est pour que ce soit simple et que pour que tout le monde comprenne. Malgré ça, tout le monde n'a pas compris. La preuve, les gens amalgament ça avec l'anxiété. L'anxiété, c'est un état d'être dans lequel on se retrouve quand on est dans un état de stress pendant trop longtemps. En fait, l'anxiété, c'est la conséquence du stress mal géré. Ok. Tu vois ? L'état d'anxiété, c'est l'état d'hypervigilance, c'est l'état c'est l'état dans lequel tu as un niveau de confiance qui est bas, tu es hyper vigilant, tu es anxieux socialement, tu te poses plein de questions, tu remets tout en question, tu te remets toi-même en question. Ça, c'est lié en fait à... c'est lié à l'état physiologique dans lequel tu te retrouves quand tu es stressé chroniquement depuis trop longtemps. Ok. Tu vois ? Si tu es stressé chroniquement depuis trop longtemps, que tu es voûté, courbé, un peu renfermé sur toi-même, des taux d'hormones flingués, que tu n'as pas d'énergie, etc., tu vas être anxieux. Tu vas te sentir comme une merde. Okay, ouais, tu vas te poser plein de questions. Tu vas rentrer dans une pièce, tu vas te dire qu'est-ce qu'il pense de moi ? Ce mec, il me regarde. Il me regarde comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça, Flavio ? Tu vois ? Ça, l'anxiété. Pourquoi je suis anxieux ? Je suis anxieux parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour gérer mon stress. Parce que soit je génère trop de stress, je suis dans un environnement qui est une source de stress trop importante et qui ne correspond pas à ce que moi j'ai envie de vivre, et où ce stress-là que je vais générer, je vais mal le gérer et je ne vais pas extérioriser toute cette énergie par l'action, par le sport par exemple, par le fait d'avoir une activité qui défoule. Ou parce que mes capacités de gérer ce stress ne sont pas suffisantes à cause de mon alimentation de merde, de l'eau que je bois qui est pleine de polluants,
des vêtements que je porte en polyester plein de perturbateurs endocriniens, des gels douche de merde que j'utilise qui sont pleins de polluants, etc., etc. Métaphore importante. Ça va peut-être aider certains à comprendre. La métaphore du lavabo. Imaginez, on a un lavabo qui fait telle taille, on a un robinet qui est plus ou moins ouvert et on a un siphon qui est plus ou moins ouvert. Donc, on va du robinet pour vider le robinet. L'eau dans le robinet, c'est la quantité de stress. Okay. Le lavabo, c'est notre capacité à supporter ce stress. C'est notre zone de confort. Plus le lavabo est large, plus notre zone de confort est large. Le robinet, c'est la quantité de sources de stress qu'il y a dans notre vie. J'ai tel quotidien, je vis à la campagne. Je prends le même quotidien, tout pareil. Enfin, je transpose ça dans une ville où il y a beaucoup d'activités, où tout va très vite, où il y a beaucoup de bruit, etc. Bah, j'ouvre le robinet. Okay. Donc ça, c'est la quantité de stress à laquelle je m'expose. La quantité de stresseur, plutôt, pour être à peu près juste. Le siphon, c'est quelles sont les habitudes de vie que j'ai qui me permettent d'évacuer toute cette énergie que mon corps a mobilisée pour répondre au stress. Okay. Et en fait, les gens aujourd'hui, ils ferment le siphon parce qu'ils savent pas. Ou inconsciemment, ils savent. Ils savent pas qu'ils peuvent évacuer cette énergie par le fait de se défouler. Et ils se concentrent sur une chose, c'est faire grossir le lavabo. Mais en fait, si le lavabo il grossit, le meuble il s'effondre. Tu vois. Ouais. Je viens de la trouver celle-là. Elle est belle métaphore. Donc, au lieu de se concentrer sur faire grossir mon lavabo à l'infini, ce qui n'est pas possible, notre zone de confort elle a des limites, on ne peut pas l'élargir à l'infini. Si on l'élargit trop, au bout d'un moment, on se brûle les ailes, il y a une rupture, soit on se blesse, soit on finit en burn-out, soit on se tue en fait. On fait de la merde et le système s'autorégule de lui-même. Donc, il faut se concentrer sur, comment est-ce que je peux fermer le robinet si j'ai envie d'avoir moins de stress dans ma vie? Comment est-ce que je peux l'ouvrir si je me sens un peu mou et que j'ai envie de me mettre un coup de pied au cul? Et il faut agir sur comment je peux faire pour évacuer plus d'eau. Donc, très simple, sport de combat, sport de fuite, faire de la course à pied, de la natation, de la marche, du vélo, et un sport de combat où je me défoule, où je peux exprimer de l'agressivité pour décharger tout ce stress. Et ce qui m'évitera peut-être de devoir l'exprimer sur d'autres gens, sur ma femme, sur mes collègues, sur mes associés, sur mes clients. C'est intéressant. Il y a un lien qu'on peut faire aussi, tu as parlé d'anxiété. Je sais que la nutrition a un impact énorme sur l'anxiété, parce que plus tu as de pics de glycémie, plus ça peut te causer d'anxiété. D'angoisse. Ça, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà lu, mais je n'ai pas creusé la question, et là, comme ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Bah, c'est très simple. En fait, plus tu as des pics et des chutes d'anxiété, plus tu vas alterner avec des niveaux d'énergie différents dans la journée. Ouais. Et en fait, ces changements brutaux sont trop stressants pour le corps, et donc on en revient à ce que tu disais, plus tu es stressé sur le long terme, plus tu es anxieux. Ça fait sens. Alors, je dis pas que juste réguler ta glycémie te fait aller mieux d'un point de vue de l'angoisse, mais c'est toujours pareil. C'est un paramètre. Ouais, voilà, tu commences par là. Je pense que c'est intéressant. On va pouvoir aller sur un autre sujet. Et tu vois, justement, on parlait de stress. Toi, tu le sais, on est en train de créer notre petite marque de compléments. Oui. Et justement, alors, on ne sait pas au moment du podcast si c'est sorti ou pas. Donc, si les gens on vient sont de balancer l'info. C'est ça que tu voulais annoncer? J'ai vu qu'il y avait ouais, ça, non, ça en se fait, tramait. c'était on se gérait pour les questions. Ok. Mais tu vois, justement, dans nos 3 premiers produits, on veut sortir un complexe de plantes adaptogènes qui régule le stress. Bien sûr. Donc, parce que pour nous, ça nous semble, plutôt que de prendre des trucs pour la caféine pour nous booster à la salle, là, on se rejoint, tu vois. C'est un vrai sujet. Anti-stress. Les gens sont tous focalisés sur les stimulants. Ouais. Et pas sur les calmants. Et comme personne pas ne déjà connaît. assez. Ouais, c'est ça. Évidemment. Les vies à 100 à l'heure, c'est intéressant. Nous, là, on rentre de 90 jours de vadrouille de par le monde. Entre Dubaï, Bangkok et Koh Samui, spoiler, un des 3, on était un peu plus calme. Tu m'étonnes. À ton avis? Koh Samui. Ouais. L'environnement joue énormément, on peut pas s'en soustraire complètement. Mais en fait, je pense que le luxe, on disait, c'est de travailler sur les réseaux, mais de s'en détacher. Mais c'est surtout le luxe, pour moi, c'est de pouvoir travailler depuis les réseaux, dans ta campagne, avec ta petite table dans le jardin, tes pieds dans l'herbe, l'exposition au soleil. Ça, pour moi, c'est le luxe. Avoir un pied dans le système et profiter de ce qu'il a à offrir, tout en ayant un pied bien ancré en dehors, pour éviter de subir tout ce qu'il représente de pire. Ouais. C'est ça. Après, tu l'as senti qu'on était plus stressé, par exemple, à Bangkok, ou non, plutôt Dubaï, on est resté. Plus Dubaï et longtemps. Koh Samui, on est resté pareil. Ouais, l'environnement, ça change tout. Hein. Bien sûr. On était au calme, moins de bruit,
Dubaï, klaxon, la Le bruit. lumière, tout Le ça. bruit, c'est une source de stress extrêmement importante. Là-bas, ça klaxonne tout le temps. C'est l'enfer. L'appel à prière le matin, les travaux la nuit. Du coup, Les Lamborghini qui. tu dors moins bien et là. ça joue aussi. On parlait du sommeil qui est un des facteurs aussi pour le stress. Et... Ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a les sources de stress dont on a conscience et il y a les sources de stress dont on n'a pas conscience. Sauf qu'en fait, les sources de stress dont on n'a pas conscience, elles ont aussi un impact. C'est pas parce qu'on n'en a pas conscience qu'elles vont pas nous impacter. La vidéo que j'ai fait sur Dubaï, là, sur les différents types de pollution, comme tu dis, la pollution de l'air, la pollution sonore et la pollution visuelle, en fait, tout ça, on s'en rend pas compte. Ça joue énormément. Et tu vois aussi un truc, alors pour le coup, c'était Dubaï, Bangkok comme Koh Samui. En fait, ça craint pas. Et donc, tu sais, c'est un peu con, mais nous, on s'est fait cambrioler juste avant de partir. Je me souviens bien, ouais. Tu t'en souviens bien, je t'avais appelé. Donc, mon niveau de stress était au maximal. L'enfer. En plus, tu sais, t'es le gars, donc tu sais que si t'as des mecs qui veulent te casser la gueule, c'est toi qui prends en premier. Il et fallait t'imagines le rassurer. pire. Ouais. Donc en fait, là, pendant 3 mois, mon cortisol était à 0. Parce que du coup, j'étais pas stressé parce qu'à Dubaï, tu peux pas faire ça. À Koh Samui ou à Bangkok, ça n'existe pas en mentalité. On parle de Et là, ça. tu vois, bon, ben, juste de rentrer de voyage. Donc là, on est en France. Donc pour l'instant, je vois pas de diff. En France, tu veux dire. En France. Par contre, dès que je vais entendre, tu vois, un petit en pleine nuit, je sais que je vais avoir un peu peur. Bienvenue en France. Mais du coup, c'est du stress ou de l'anxiété? Ouais, c'est une bonne question. C'est du stress qui génère de l'anxiété. Ok. Ouais, mais si tous les soirs, toi, par exemple, on a un truc avec Meryl. on Oui, faisait la voilà, je réflexion. voulais en parler. Voilà. Faut que tu nous dises. En fait, on s'est rendu compte, c'était Ouais. pas normal. On s'est rendu compte que des fois, on s'imaginait des scènes horribles. Horrible. Genre, tu traverses, tu te dis, en fait, là d'un coup, t'as le camion qui mord dedans, je me fais écraser. Genre, je me plante un couteau dans l'œil, je sais pas, je Ouais, tombe un sur peu, un truc. Ouais. Alors que j'ai pas l'impression d'être si stressée que ça. J'ai jamais vécu quelque chose de traumatisant, mais je Mais même quand on était m'imagine. au calme, tu vois, même notre pote qui s'est fait un Intéressant, accident hier, moi, là d'un coup, on est en train de parler, je m'imaginais être derrière lui et en train d'esquiver le camion. Enfin, je trouve ça bizarre. Mais mais- ben, ce que tu décris là, c'est la raison pour laquelle l'homme s'est naturellement tourné vers la religion. C'est parce qu'en fait, l'homme a un cerveau tellement évolué qu'il peut explorer toutes les potentialités. Ah, Et ça, en c'est fait, vrai. si tu passes ton temps à explorer les potentialités sans te dire de toute façon, il ne m'arrivera rien parce que je sais pas, je vais finir au paradis, c'est très con, hein. Mais il faut un truc très con pour que tout le monde le comprenne. Ben en fait, si t'as ça, t'en fous. Tu te dis, ouais, il peut tout m'arriver. Oui, mais de toute façon, je m'en fous. Dieu veille sur moi. Et en plus, tu parles à quelqu'un qui est croyant. Et ouais. Après, il y a des différences en fonction des ethnies. L'Européen du Nord est beaucoup plus anxieux de base que le mec qui vit proche de l'équateur dans une région où toute l'année il y a des fruits sur les arbres, où tu peux pêcher du poisson et où Ouais, il fait du 30 froid, degrés. c'est ça. Bah, en fait, c'est des caractéristiques qui ont été sélectionnées pendant des milliers d'années pour que les populations soient composées d'hommes et de femmes qui sont plus adaptés aux exigences liées au milieu. Si tu vis dans un environnement où tous les hivers, la température elle chute en dessous de 0, où la nature meurt, où il n'y a plus rien à bouffer, il vaut mieux avoir sélectionné l'anxiété, tu vois. C'est une caractéristique intéressante pour survivre. C'est pour ça qu'en Sicile, on travaille pas trop. Et voilà. Mais non, mais c'est vrai, enfin, on oublie, mais Non, mais t'imagines mec, que tu vis dans un pays où la moyenne de température, c'est 25, il fait beau, tu pêches, il y a du poisson, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a la Dolce Vita. Dolce Vita. Mais mec, c'est la base. Mais oui. Faut penser au contexte. On dit toujours que les Méditerranéens, c'est des branleurs et que les Allemands et les gens du Nord, c'est des bosseurs, mais c'est une réalité biologique, c'est une réalité évolutionniste. En fait, pour moi, la psychologie évolutionniste, c'est les fondamentaux des fondamentaux. Si tu comprends ça, tu comprends tout. T'as pas besoin de te poser plus de questions et de complexifier les choses. C'est loi de conservation de l'énergie, ok. Juste tu réfléchis à ça, tu comprends tout. Et je voulais revenir sur un truc. Tu disais que quand vous étiez... Faut que j'arrête de taper sur la table. Ça va faire des bruits parasites. Quand vous étiez en Asie, là, vous vous sentiez ultra serein et que l'environnement n'était pas source de stress. Moi, j'ai vécu exactement la même chose quand j'ai voyagé en 2019. Les 3 derniers mois du voyage, j'étais Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Cambodge. Beau. La branlette au quotidien. Bon, à part quand on conduisait en moto et qu'on devait doubler un poids lourd. Ah, tu fais attention. Mais globalement, c'était très peu de stress. Et ben, mec, en plus, c'est marrant parce qu'on va avoir un indicateur intéressant. C'était après 4 mois de voyage. À ce moment-là, j'ai repris la salle. Après 4 mois d'être parti de France sans salle, j'ai repris la salle juste avant d'arriver au Vietnam. Pendant 3 mois, j'ai fait 3 séances par semaine. En 3 mois, mec, j'ai atteint un niveau que j'avais jamais atteint de ma vie. Parce que j'étais à un niveau de stress tellement bas, à des niveaux de cortisol tellement bas, que anabolisme. Bah oui. Ouais. Parce qu'en fait, le cortisol, c'est l'hormone du catabolisme. Bah ouais. Le Destruction, cortisol- donc catabolisme, destruction, Exactement. anabolisme, construction. Exactement. Le corps, il peut pas tout faire en même temps. L'énergie peut pas aller partout en même temps. Elle peut pas clair. construire et détruire en même temps.
Donc en fait, si tu es en stress en permanence, qui est une énergie qui est censée t'aider à survivre, à mobiliser de l'énergie pour réagir à ton environnement, pour être capable de combattre, de t'enfuir ou de combattre pour survivre. C'est utile, c'est un réflexe de survie, c'est indispensable, mais tu peux pas être dans cette énergie-là et en même temps être dans une énergie de je garde l'énergie pour construire du muscle, pour me renforcer. Tu vois, ça paraît logique. Et ouais, donc quand je suis rentré de là-bas, putain, mec, j'avais un niveau. J'ai revu des photos il y a pas longtemps, je me suis dit, mais j'étais énorme. Et là, en France. Quand il a dit c'était branlette en Asie, c'est vrai que, tu vois, nous, en fait, on s'est rendu compte d'un truc. Déjà, on n'est pas fait pour être nomades digitaux. Et en fait, on a compris qu'il y a une différence entre nomade digital et entrepreneur. Alors, on a vu quelques cas d'or. On en a croisé des mecs qui voyagent, qui ont des e-commerce qui fonctionnent, mais 90% des nomades digitaux, en gros, ils ont assez pour subvenir à leurs besoins du mois, et c'est très bien comme style de vie. Mais comme c'est pas du tout ce à quoi qu'on aspire, tu fais pas une marque de compléments alimentaires en nomadisme digital, en fait, on était complètement perdus. En fait, nos corps et nos esprits étaient physiquement pas au bon endroit en même temps. Parce que lui, c'était tellement trop aussi, peut-être trop lâché, trop décontracté que... Foutait rien, on se levait, sans réveil 9h, on bosse, sale, il était 14h, l'heure de la sieste, et des fois je me dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Ce matin, en 4 heures, j'ai l'impression d'avoir fait plus qu'en une semaine à Bangkok. Intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il faut que l'environnement génère suffisamment de stress si tu veux entreprendre, si tu veux bâtir des choses. Tu peux pas bâtir dans un environnement qui n'est pas du tout stressant. J'ai déjà entendu Yomi Usama dire dans un podcast que ils aimaient bien Bali, mais qu'ils voulaient pas y passer trop de temps parce que c'est un appel à la branlette. Bah, c'est ça, tu vois. Et à l'extrême opposé, t'as Dubaï, ils sont tous en train de dire, ils disent tous que Dubaï c'est galvanisant, que c'est euphorisant, qu'il y a cette énergie, etc. Ah oui, c'est l'extrême opposé. Mais bon, si tu y passes trop longtemps et que de base t'es quelqu'un d'assez sensible au stress parce que comment dire, vas-y, fonctionnement neuronal parce que enfance traumatisante, machin, et ça va te défoncer en fait, ça va te niquer. Parce que tu vas être à un niveau de stress trop important par rapport à ce que tu es capable d'encaisser. Tant que tu n'auras pas fait un travail de psychothérapie pour régler les problèmes de base, mais c'est un autre sujet. Ok. Ouais. On avait une autre question. Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il y a un lien entre l'obésité et le stress? Parce qu'en fait, on n'a jamais autant été stressé et jamais autant été obèse dans la même là en ce moment, tu vois. Ah, je croyais que tu parlais de vous deux, je me suis dit... Non, nous, en général, tu vois, la société, dans la société. En fait, ta question, elle demande une réponse complexe. Mais je vais dire oui. Pour moi, évidemment, il y a un lien. Si on comprend et qu'on aborde le stress dans ce que c'est, dans toute sa complexité, oui, évidemment qu'il y a un lien. Parce que, en fait, l'obésité, le premier truc auquel on pense dans les causes de l'obésité, c'est le fait de consommer trop de calories par rapport à notre dépense. En fait, il y a plein d'autres facteurs. Un dérèglement hormonal va provoquer une perturbation du métabolisme, et donc on va avoir tendance soit à stocker du gras, soit à avoir du mal à le stocker, ça dépend des gens. Il y a des gens, quand ils sont trop stressés, ils perdent du poids. Il y a aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien, qui va provoquer des dérèglements hormonaux. Il y a aussi un autre facteur, c'est le rendement énergétique des mitochondries. On est dans la technique, mais je sais que vous voyez ce que vous comprenez. Tu peux expliquer, par contre, pour les auditeurs? Les mitochondries, c'est comme des petites usines qui sont partout dans notre corps et qui produisent de l'énergie à partir de... Alors, qui produisent de l'ATP à partir de... Elles ont besoin d'oxygène et elles ont besoin de quoi? De glucose. Oui. C'est ça, elles ont besoin de glucose et d'oxygène, et à partir de ça, elles fabriquent de l'ATP. L'ATP, c'est ce que le corps va utiliser pour carburer, pour produire de l'énergie, pour le mouvement, pour la réflexion, etc. Surtout pour le mouvement, si je dis pas de conneries. Le cerveau, il utilise de l'ATP aussi? Je me souviens pas. Alors, il utilise du glucose et des lipides, ça je sais. Il est fait à base de protéines. Après, là, pas besoin j'ai un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, pour que les mitochondries fonctionnent correctement, il faut que le système, dans sa globalité, fonctionne correctement. Il faut que ses capacités d'homéostasie soient respectées. Il faut que le niveau de stress ne soit pas trop élevé. Quand on est stressé chroniquement, littéralement tout part en couille. Le métabolisme est flingué, le système cardiovasculaire ne fonctionne plus bien, le diaphragme est tendu, donc la capacité respiratoire baisse, donc on s'oxygène mal. Comme le système cardiovasculaire fonctionne mal, il transporte mal les nutriments. Comme la barrière intestinale est abîmée, elle absorbe mal les nutriments. En général, c'est très lié aussi le fait d'être obèse et de manger de la merde, donc on mange des aliments qui sont pauvres en nutriments. Donc de toute façon, même si on assimilait bien, il n'y aurait rien à assimiler. Donc tu vois, c'est de la systémique, c'est quelque chose de complexe. Le sommeil aussi. Donc oui,
la résultante de tout ça, c'est que oui, quand on est stressé chroniquement, on augmente ses chances de développer de l'obésité. C'est une évidence. Il y a des mecs qui vont me dire quelles sont tes sources que disent les méta-analyses sur le sujet? Mais putain, revenons aux fondamentaux. C'est évident, en fait. Ça m'énerve, ça, par contre. Il y a des trucs qui sont tellement évidents, Ouais. source. Enfin, Tu sais que sur LinkedIn, j'ai développé une communauté de haters de sources. Oui, Si je dis A, ils me disent quelle est ta source. Mais j'ai pas besoin de te donner une source pour t'expliquer que si tu es stressé, l'alimentation est un bon sevrage et donc que tu as des chances de prendre du poids. Source. Mais t'as pas besoin de source. Enfin, Quand tu dis un bon sevrage, tu veux dire un échappatoire? un échappatoire, Ok. pardon. Oui. Tu vois, t'as raison. Et tu vois, t'as parlé de perturbateurs endocriniens, de dérèglements hormonaux. Moi, je te dirais que sur 10 clients que j'ai en perte de poids, il y en a 8, je fais même pas de déficit calorique. Parce que tu penses Parce que le que- problème, il est en grande Mais majorité oui. lié à ça. Parce qu'il y a des carences en nutriments, donc Ouais. le métabolisme fonctionne Ouais. pas. Il y a une absence de masse musculaire, donc le métabolisme fonctionne pas. Un mauvais sommeil. Mm. Donc en fait, le déficit, il est fait, mais indirectement. Bien sûr. Et même des C'est ça, mais juste ça. Et des fois, les clients mangent plus. ouais. Tu vois, je leur dis, vous mangez plus. Ils me disent, mais tu peux m'expliquer? Je sais, c'est pas compliqué. On va revitaliser le corps, tu vas manger plus de vitamines, plus de minéraux. Ton corps va fonctionner, tu vas bien dormir. Et pouf, comme ton corps va être bien, Eh oui. il va éliminer le gras. Ça me fait penser à deux choses. L'alimentation, c'est 3 aspects. Qu'est-ce que tu ingères? Qu'est-ce que tu digères? Qu'est-ce que tu assimiles? Les gens se concentrent que sur le premier. C'est comme l'histoire du lavabo tout à l'heure. Ouais, Ils n'arrivent c'est pas à vrai. appréhender la complexité. Pourquoi ils n'arrivent pas à appréhender la complexité? Pas forcément parce qu'ils sont cons, peut-être parce qu'ils sont stressés. Que quand tu es stressé, le raisonnement, c'est compliqué. Donc en fait, déjà, en étant moins stressés, ils seront peut-être plus accès à leur propre capacité cognitive et donc ils seront plus à même de comprendre ce qui est bon pour eux. C'est intéressant ça. T'es chaud, hein. Aujourd'hui, t'es chaud. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pardon. Voilà, Les c'est ça trois le risque. piliers. C'est ça le risque. Ouais, mais juste avant, parce que je suis parti là-dessus, mais ce que tu disais. Le fait que je faisais pas de déficit calorique. Oui, aux gens que oui, je oui. coach. Pas de 1400 calories par jour. Enfin, personne ne peut évoluer avec 1400 calories Non, par ça jour. n'existe pas. C'est que Même les gens limite, aujourd'hui, ils se raccrochent au seul truc dont ils ont conscience, c'est le nombre de calories. Ils simplifient tout le truc. Mais en fait, si tu continues à réduire les calories, bah, C'est tu vas ça. continuer Tu à manges puiser plus ton rien, en métabolisme. fait. Ton corps, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Surtout quand t'es entrepreneur. Exactement. En fait, il a besoin de nutriments. Enfin, surtout quand t'es entrepreneur, oui, bien sûr, encore plus. Enfin, parce j'ai que pas, pas d'offense salarié, mais quand t'es entrepreneur et sportif, la vache qu'il Ouais. faut au en niveau termes d'exigence, d'exigence. tu mets une énorme pression du point de vue physique et du point de vue cognitif. Ouais. Donc en fait, ton corps, il va avoir besoin de tous les macronutriments et de tous les micronutriments. Et alors si tu lui apportes que les macros, genre si tu fais du Cohen, là, top produit, le Big Mac, tu lui apportes des macros. Ok, super, il y a des protéines, des lipides, des glucides. Mais là-dedans, où sont les micronutriments? Où sont les vitamines? Où sont les minéraux? Il y a que dalle. Avec Et Mary, comment tu veux fonctionner? On se disait un truc, c'était, je crois que il faut en moyenne pour quelqu'un de lambda 400 mg de magnésium par jour. On est venu à la conclusion que si t'es entrepreneur et sportif, il faut 1 gramme. Alors, là, je pense que il faut qu'on fasse attention parce que les rageux vont nous signaler et on va se faire attaquer pour exercice illégal de la médecine. On est en France, la plus grosse mafia, on sait laquelle c'est, donc il faut prendre des précautions. Mais j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Les recommandations officielles pour les posologies de vitamines, etc., les doses recommandées, les apports journaliers recommandés. Ils sont trop bas. En fait, c'est pour des personnes vraiment lambda. Exactement. Et ça prend en compte un gosse de 10 ans, un grand-père de 85. Non, mec, c'est ça. Non, mais déjà, globalement, Je sont ne trop comprends pas basses. l'intérêt de mettre, tu vois, même quand tu fais une prise de sang, dire il faut être entre temps et temps. Je discutais avec une pote à nous qui est en médecine, elle me dit quand tu fais de la muscu, ta créatinine est de base plus élevée, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Faire du Tu fais cas de la par cas. Ouais. Du putain de cas par cas. Mais je c'est comprends trop pas la compliqué. moyenne. Enfin, je n'ai jamais compris ce truc de il faut environ temps. Mais t'as vu comment on est tous différents. Mais c'est Pas la même taille, pas le même poids, pas les mêmes Pourquoi, origines. Enfin, on dit il faut environ temps, parce que le fait de donner une fourchette, ça permet de mettre un peu de certitude. Oui, La bah certitude, oui. ça rassure les gens. on en revient à la Et certitude. ça permet de, courbe de Gauss, ça permet d'être à peu près dans les clous pour 80% de la population. Mais quelqu'un, effectivement, qui gère 3 boîtes, qui a des gosses, et qui veut continuer à aller à la salle et à faire du sport et à avoir une vie à peu près stable, enfin, même une vie à 100 à l'heure, bah oui, évidemment que ses apports, ils vont être beaucoup plus élevés. C'est une évidence, parce que son corps, il va carburer plus. Genre, si tu roules en voiture à en moyenne 4000 tours minute, bah tu vas peut-être abîmer ton moteur moins vite que si tu roules à 8000 tours minute. Et à 8000 tours, tu auras beaucoup plus de performance, tu vas parcourir beaucoup plus de distance dans le même laps de temps. Certes, tu vas consommer plus de carburant, mais tu vas aussi abîmer plus vite le moteur. Donc il va falloir être plus précautionneux. Regarde une course de Formule 1, on change les pneus 2 fois dans la course. Ouais, c'est Ouais. ouf. Hein. Tu vois. J'ai une question pour vous deux. Ouais. D'abord, je te la pose à toi. Donc, on sait qu'il y a quand même majoritairement pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent.
Que ce soit CEO, solopreneur, freelance, indépendant, cryptomane, peu importe. Toi, Meryl, je vais t'appeler par ton petit surnom, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur stressé? D'actionnable. D'actionnable, franchement, assez simple. Nous, on met en place, surtout nous deux, des routines plutôt bien-être, sauna, hammam, justement pour se détendre. On le fait hebdomadairement. Donc, déjà, ça joue même sur réduction du stress. On dort mieux. Et du coup, ça, comme tu l'as dit, ça impacte aussi sur le stress. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de facilement applicable. Ensuite, on peut mettre en place des bonnes routines, lecture pour ceux qui aiment lire. Il y en a qui aiment écouter de la musique, ça les détend. Donc, ça, pour moi, c'est facile. En plus d'avoir du sport, parce que pour moi, c'est essentiel de pratiquer du sport, comme tu l'as dit, pour se défouler. Puis même nous, pour le mental, pour le physique, c'est essentiel. Et puis voilà, ajouter à ça une bonne alimentation, comme tu l'as dit, riche en nutriments, c'est vraiment important, on oublie, mais manger poulet, riz, brocoli, ça suffit pas en fait. Il faut vraiment avoir une alimentation riche en nutriments, avec des aliments, des super aliments, comme on dit, et là, ça changera. Ça fait toute la différence. Selon moi, c'est des leviers facilement actionnables. Ouais, en plus, tu as dit ce qu'on faisait ensemble, donc c'est très bien. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour diminuer le stress. En fait, on les sait. Par exemple, on sait que les réseaux, c'est anxiogène. Et tu vois, en fait, j'ai peur que les gens ne savent plus quoi faire entre l'heure du dîner à 20h et le coucher à 23h. Et tu sais ce qu'on fait avec Meryl? Nous, on parle. Incroyable, mec. On discute. Parfois même, on fait l'amour. Incroyable. Un truc qui n'existe plus de nos jours, tu vois. Et toi, du coup, pour gérer le stress, à part faire l'amour Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que tu as tout dit, en fait. Il faut... je sais pas si tu as tout dit, mais tu as été quasi exhaustif, quoi. Tu parles de la routine sauna, etc. J'y vais beaucoup en ce moment aussi. C'est bien, non? Ça permet de stimuler la capacité du corps à s'auto-nettoyer. En fait, ça permet d'éliminer les toxines. Ça permet d'élargir le siphon. Ouais. C'est un moyen aussi. Parce que si le corps il a plein de toxines à gérer, ça va mobiliser de l'énergie pour ça. Si tu aides le corps à les évacuer par la transpiration, par les urines, par les émonctoires, eh ben, tu vas lui soulager le travail. Et en plus, tout ce temps que tu vas passer dans des saunas, balnéothérapie, etc., c'est du temps que tu passes à te relaxer, c'est du temps que tu passes, ça va me permettre de faire le lien avec le reste, c'est du temps que tu passes dans un état de relaxation où ton système nerveux parasympathique est activé, et non pas ton système nerveux sympathique, je vais expliquer un peu ça. Et tu as dit passer du temps à écouter de la musique, passer du temps à lire, etc. Ben ça, c'est en fait passer du temps dans un état qui n'est pas un état de sursollicitation sensorielle. Et parfois même passer du temps à s'ennuyer. L'ennui, c'est devenu un gros mot, parce qu'aujourd'hui, on est obsédé par l'idée de tout le temps être en train de faire quelque chose, alors qu'en fait, pour faire, il faut être en action, il faut être dans un état de stress minimum. Sinon, on peut rien faire. On peut pas réfléchir, on peut pas se concentrer, on peut pas être en action. Sauf qu'en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oh, ça plairait à mon père, ça. Pour être capable de performer dans les phases d'action, il faut avoir eu des phases de repos. Ouais. Et ces phases de repos, c'est les phases où on ne fait rien. Ou c'est les phases où on fait du repos actif ou de la méditation active. S'ennuie. Éplucher des patates, se balader dans la forêt, lire un livre. Comme tu l'as dit, écouter de la musique. C'est vraiment avoir des phases, en fait, où soit on ne fait rien. C'est très difficile, je vous l'accorde, mais moi j'ai du mal. C'est dur. Moi aussi, je travaille dessus. T'as fait des efforts, hein. Ouais. Non, t'as fait des progrès même. Mais là, je me dis même le sauna, en fait. De toute façon, tu peux rien faire dans un sauna. Donc comment t'as pas le choix? Tu peux pas ton téléphone. C'est ça, t'es assis et... On était fiers d'ailleurs, tous les deux. Ouais, je suis retourné plein de fois depuis. Quel kiff. C'est vrai. Quand t'es dans un sauna, tu ne peux rien faire d'autre que être. Voilà, t'es pas en train de faire, t'es en train d'être. Et si tu passes pas suffisamment de temps à ne rien faire, tu vas être en permanence sursollicité et tu vas épuiser ton système. Il est pas fait pour ça. Notre système nerveux, notre système hormonal, il a pas suffisamment évolué pour s'adapter aux nouvelles exigences du monde moderne dans lequel on vit. Donc on est facilement submergé. Tout le monde le ressent aujourd'hui, c'est pour ça que les gens sont agressifs dans les grandes villes, parce qu'ils ont besoin de se décharger leur agressivité sous forme d'action. Et soit ils vont dans un truc, là, le truc qui ouvre où tu peux tout casser pendant 1 heure, tu payes une fortune. Fury Room. J'ai trop envie de le faire. Où tu choisis ton outil, ton marteau, ta batte de baseball, et tu peux tout défoncer. Soit tu gueules sur les gens dans le métro, tu klaxonnes au feu rouge, tu casses les couilles, quoi. En fait, il faut vraiment. Je pense que les gens ont besoin de faire plus de sport, de combat. Et aussi, tu sais, un truc qu'on fait plus, c'est juste pousser un bon cri. Genre, dès que je suis tout seul en voiture, je pousse des hurlements, ça me fait rire. Mais faut hurler. C'est extérioriser. Non, mais t'as raison. C'est un vrai sujet, la gestion du stress. J'avais un truc de ouf à dire et je l'ai oublié. Ça va probablement
Moi revenir. aussi, ça m'arrive. Non, mais c'est fou quand tu te dis, tu sais, on dirait une fiction, imagine un monde où tout le monde est déconnecté de son monde naturel. En fait, c'est juste le monde réel. Mhm. Et tu vois, les gens, je prends l'exemple d'une dame que je coach. En fait, tout son environnement est hyper stressant. Elle doit s'occuper seule de ses enfants parce que son mari n'en branle pas une. Mhm. Elle doit développer son business. Elle doit gérer les activités des enfants. Et en même temps, elle veut perdre du poids. Et en fait, on n'y arrive pas. Ça va être chaud. Et en fait, je lui dis, excuse-moi, le meilleur conseil que je peux te donner, et pourtant je suis ton coach santé, parle à ton mari. Putain, j'ai cru que t'allais dire quitte ton mari. Non, Ouais. j'ai dit parle à ton mari. Mais non, mais qu'est-ce que Non, tu, mais c'est obligatoire. qu'est-ce que Il tu veux faire de plus faut La qu'elle agisse sur le communication, contexte, l'environnement. Et si il délègue sur elle toute la charge, Comme on a dit, il faut vraiment aller à la source et aller Bien sûr. chercher le problème à la source. bien sûr. Écoute, Artie, on a un petit vrai-faux à te faire. Donc, chacun notre tour, on va me poser une question. Vas-y, Et je tu suis vas devoir chaud. répondre par vrai ou faux. Juste une question. J'ai juste le droit de dire vrai ou On faux. va jusqu'à où? Ouais, en fait, on Ah, en a jusqu'à là beaucoup. Ouais. Ok. Donc, Attends, je me craque. vrai ou faux? Et on est gentil, t'as le droit à un joker. Ok? Le Joker, c'est quoi? Ça dépend. Ça dépend. Tu commences? Allez. Le sucre est le génocide du 21e siècle. Ouais. Faut être franc. Bah oui, clairement. Il y Vrai. en a plusieurs, mais celui-là, il est en bonne position. Ouais. Ok. Le stress peut être bon pour nous. Bien sûr. Le sport permet de réduire le stress. Oui, mais trop de sport va avoir l'effet inverse. Premier joker. Les addictions donnent lieu à du stress. Les addictions donnent lieu à du stress. C'est très difficile de répondre à ça par oui ou non. Oui, je Ça sais. penche plutôt vers le oui, mais j'aurais besoin de mettre de la nuance parce que je suis pas Quel tout à type fait d'addiction? Ok. Le sport devrait être obligatoire pour tout le monde. Alors. Non, vous êtes dur. C'est vrai ou oui, faux oui, c'est vrai, mais putain, je suis pas Ok, pour suivant. La méditation est le meilleur anti-stress. L'alimentation? La méditation. Ah, pardon. Oui, notre alimentation a un rôle sur la gestion du stress. oui, bien sûr. Les réseaux sociaux détruisent notre perception des choses. Ah bah clairement, oui. Est-ce qu'on peut être en bonne santé avec autant d'écrans? En faisant énormément d'efforts partout ailleurs, oui, donc c'est extrêmement épuisant, donc on va dire non. Est-ce que le système éducatif devrait intégrer des cours sur la gestion du stress? Bien sûr. Mais c'est pas son but. Son but, c'est pas d'éduquer, c'est de nous transformer en esclaves. Est-ce que justement notre gouvernement rend les gens stressés? Bien sûr. Est-ce que l'insécurité au quotidien, ça augmente le stress? Comme rien d'autre. Oui. Est-ce que la mise à la terre peut réduire le stress? Aussi, bien sûr. J'aimerais préciser, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. D'accord, ok, tu me rassures. Faut le savoir. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce qu'est la mise à la terre? Je coupe le vrai-faux là, 2 secondes. Ouais. Alors, Alors, attends, c'est encore tellement nouveau. Je propose qu'on aille en bref. On a déjà vaguement parlé. de Voilà, ça. plus pour planter une graine, puisque moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça aussi, je me suis dit, c'est quoi ce monde de hippie qui arrive? En un mot, attends, je vais essayer de le dire, tu me valides la phrase. vas-y. C'est en clair que nous sommes des corps électriques, Mhm. que la Terre émet un champ électromagnétique, et que quand on est en contact de la Terre, ça peut être l'herbe, la roche, le sable ou l'eau de mer, il y a en fait un transfert d'électrons, ce qui réduit l'inflammation du corps, globalement. Le but, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut devenir des hippies, mais c'est simplement que quand le corps, avec la chaussure et les maisons, on n'est plus jamais en contact de la Terre. En plus, on vit de plus en plus dans les villes. Voilà. Mhm. Et tout comme il y aurait un problème si on mettait des rhinocéros sur du parquet durant toute une vie. Pas mal, Alors. le rhino. Pas mal le rhino, mais si ce rhinocéros avec qui on aurait mis des chaussures en caoutchouc et qui se retrouverait isolé électriquement du sol et dans un environnement où il n'y a pas de pollution électrique et électromagnétique, alors il n'y a pas de problème. Hmm. Tu vois? Ok. C'est deux choses. C'est, comme tu l'as dit, c'est la capacité d'absorber des électrons directement de la source principale, à savoir la Terre, pour aider les antioxydants à faire leur travail, parce que les radicaux libres, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent des électrons à des cellules pour rééquilibrer leur potentiel électrique. Qui dit arrachage d'électrons dit stress oxydatif. Technique, mais très vrai. Le stress oxydatif, c'est ce qui provoque le vieillissement des cellules, donc des tissus, donc des organes, donc de la peau, etc. Donc de l'être humain dans sa globalité. Donc le fait d'absorber des électrons directement à la Terre, en fait, c'est le meilleur moyen d'apporter un potentiel antioxydant au corps. Tu peux manger des kiwis, tu peux faire tout ce que tu veux, bête goji, mes couilles, tout ça, pour apporter des antioxydants. C'est qu'une miette, en fait, par rapport au potentiel antioxydant de la connexion à la Terre. Et la deuxième chose, c'est que
Aujourd'hui, le problème n'est pas que le fait qu'on soit isolé de la Terre, parce qu'on est dans des villes, parce qu'on marche avec des chaussures, etc., parce qu'on est dans des immeubles. Le problème, c'est aussi que notre environnement est chargé en ondes électromagnétiques et donc en énergie électrique. Exemple, quand je branche mon Mac pour bosser et que je pose mes mains dessus. Ah, ça, c'est impressionnant. Ça, À je chaque le fois, sens. je me dis, c'est fou là. Non, mais même si Flavio est dessus et je le touche, je sens que ça. Bien sûr. Ouais, J'ai c'est- mesuré avec un Tempéromètre, voltmètre un voltmètre. de notre ami Sébastien, 95 volts de tension induite qui circule en permanence dans mon corps. Après, là où j'ai pas les détails et où je vais pas me prononcer. Tout ce qui est Bluetooth et les Non, ondes de c'est pas ça, c'est pas téléphone ça. D'ailleurs, Bastien, qui va passer notre dans ami le le podcast. druide, qui passera dans le podcast, il m'a dit je vais y arriver. Il m'a dit qu'il préparait une vidéo sur le sujet. Ok. Et là, il est en train d'éplucher toute la littérature scientifique sur les ondes électromagnétiques. Pour, C'est très intéressant parce que, tu vois, moi, il y a une partie de moi, je me dis, c'est évident que le Bluetooth ne peut pas n'avoir aucun impact sur nous. Et de l'autre, je me dis, si ça avait un impact, est-ce qu'on serait pas tous déjà morts? c'est insidieux, c'est lent. C'est ça, en fait, c'est comme tout. C'est assez pour pas te tuer, mais suffisant pour te rendre mou. J'ai l'impression que il y a plein de trucs de nos jours. Comme la République. Non, mais. Comme quoi, t'as dit? Comme la République. Non, mais regarde, c'est pareil pour la vie à la Terre. Ça ne te tue pas. La preuve, il y a des gens, ils doivent mettre les pieds dans du sable une fois par an. Mais c'est assez pour te rendre plus fatigué, plus stressé. Tu veux dire, le fait de ne pas être Ouais. connecté à la Terre, ok. Mm. Oui, mais c'est toujours, ça se rajoute au reste. C'est l'accumulation, tu vois. Ouais, c'est. Et donc, oui, tout ça pour finir sur le fait que donc, quand tu es dans un intérieur très chargé en ondes électromagnétiques et qu'en plus, quand tu es dans cet intérieur-là, bah, tu t'es bombardé d'ondes. Et donc, il y a potentiellement encore plus justement de potentiel oxydatif. Mais là, c'est la partie de ce sujet que je maîtrise pas suffisamment. Et donc, s'il y a des experts sur ce sujet, aidez-nous, complétez. C'est, par exemple, si j'ai les mains posées sur mon Mac et que je me prends une tension induite de 80 volts, 95 volts en permanence, quel va être l'impact? À quel point est-ce que ça va rajouter un potentiel oxydatif? Tu vois? Parce que le fait d'être mis à la Terre et de capter des électrons, ça permet de réduire les dégâts des radicaux libres que j'ai déjà, de par les polluants que j'ai absorbés, de par la mauvaise alimentation, etc. Mais à quel point est-ce que, la question que je me pose, c'est à quel point est-ce que la tension induite qui nous bombarde avec les appareils autour de nous va rajouter des radicaux libres et de l'oxydation. Là-dessus, je suis pas suffisamment pointu. Moi Ok. non plus, je Mais pense. mon intuition me dit que c'est sale. Ok, il nous reste 2 vrais faux, vas-y. Le sommeil est plus important que le sport. Faut que ça aille vite, Artie. Mais là, c'est le Joker, vous déconnez. Hein. Tu sais que moi, je dirais vrai. En fait, moi, s'il y a une pyramide de la santé, la base, la pierre angulaire, c'est le sommeil. Mais moi, pour moi, il y a un cercle de la santé. Oui, Ouais, c'est mais sûr, si- mais si si vraiment il devait y fallait avoir choisir. pyramide, Putain, si je devais choisir, bah oui, tu peux mourir de manque de sommeil, tu pourras pas mourir de Bah, manque surtout d'activité. que, en fait, ouais, pour moi, le Donc, sommeil oui. est encore plus important. Et pourtant, Ça régule tellement tout aussi, toutes les Ouais. hormones. que la nutrition aussi. Spoiler. Après, ça dépend ce que vous entendez par activité. Vous excluez la marche aussi, il faut rester allongé dans un canapé toute sa vie? Ou on a juste plus le droit de faire de sport cardio? Pas la marche. Bon, bah alors le sommeil sans hésitation. Ouais. Ok. Et est-ce que selon toi, l'alcool devrait être interdit au moins de 25 ans? Je préfère miser sur la sélection naturelle et l'autodétermination et la responsabilité individuelle, mais ce serait un peu illusoire dans une population à 100 points de QI moyen, donc je vais dire oui. Parce que tu vois, j'avais fait un post LinkedIn et je m'étais fait exploser. Parce que, non mais, je t'explique. En fait, les gens pensent qu'à 18 ans, ton corps est prêt. Système nerveux, non. Voilà. En fait, en Allemagne, à 16 ans, tu peux. Et aux States, c'est à 21 ans. Pourtant, la génétique fait qu'un Allemand n'est pas prêt 5 ans plus tôt qu'un US. 5 ans, c'est beaucoup, ouais. Non, mais c'est Surtout surtout, même, en fait, point de vue du cerveau. voilà. Bah, que le cerveau il n'a pas fini, Oui, il n'a oui, pas fini de se développer avant bien sûr. 25 ans. Ouais. Pour moi, tout ça, c'est la dinguerie. Enfin, et j'ai déjà des potes alcooliques, enfin des anciens potes, On du en coup. connaît tous. Ils sont, et tu vois, moi, ce truc de. Enfin, je me rappelle, Dieu merci, je m'en suis jamais mis des cuites à 17 ans, mais tu te rends compte? Moi, je me suis bien niqué. Ah, je sais. Bah, ça va, tu t'en es bien sorti, parce que t'as bien repris le truc. T'es allé aux extrêmes, tu vois. Enfin, après, t'as vraiment pris soin de toi, c'est bien. Mais On fait tous des conneries, mais là, vraiment. Ouais, l'alcool, c'est un sujet qui me prend vraiment aux tripes. Mais c'est bien parce que c'est un sujet clivant et. Non, et moi, en fait, je suis convaincu qu'en France, on est un pays d'alcooliques. Oui. Et que, en fait, ceux qui disent non, ça va, c'est le début de l'alcoolisme. En fait. Non, attends. Vas-y, finis. Parce que vraiment, ça, c'est un truc qui me rend dingue.
Je ne comprends pas, tu vois, que on a plus peur d'un jaune d'œuf que d'un verre de vin. Ah, ça, c'est catastrophique. Ouais. Enfin, on est convaincu qu'un verre de vin rouge est bon pour la santé parce qu'on te dit il y a des antioxydants dedans. Le resveratrol, enfin. Voilà. Mais je crois que c'était pour avoir tous tes antioxydants grâce au vin rouge, il faut 24 litres. C'est 100 mois, mon pote. Ouais, alors que si tu marches dans l'herbe, en 1 heure, c'est plié. Voilà, merci. Et au passage, tu sais, t'as toujours des abrutis qui disent oui, mais vous avez vu, les Romains, ils buvaient de beaucoup d'alcool. Stop. Les quantités d'alcool des Romains, déjà, c'était l'élite, premièrement. De Ils deux. se sont C'est effondrés. pas le même vin en plus. Hein. Ouais, les pauvres, ils se sont effondrés. Et puis surtout, ouais, c'était dosé comme C'est du, moins fort. comme du vinaigre de cidre. 8-9 degrés, non? Mais même moins. Moins, ça. Comme du vinaigre, pardon, tout court. Aujourd'hui, ça monte à 14. Tu sais. Donc, tu vois, donc tu te rends compte. C'est-à-dire qu'en fait, on dit oui, c'est comme si on buvait du vinaigre. Et c'était pas aussi bon. Donc en fait, ça m'énerve cet argument. Et les gens qui disent oui, mais il faut bien souffler dans la vie. Je peux Alors. comprendre que de temps en temps, l'alcool, ça fait du bien. Mais si t'as besoin de souffler au point de boire, reviens aux sources. Tu sais, Bonjour. ça me fait penser à un truc, ce que tu dis là, puisque je considère qu'il faut... j'essaie de dire qu'il faut toujours prendre un maximum de recul. En fait, l'alcool, pris indépendamment de tout le reste, Toujours, oui, toujours. c'est que du négatif. Mais l'alcool intégré dans un système, là, on peut voir qu'il y a une balance bénéfice-risque. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, l'alcool pour eux souvent est une excuse pour passer du temps, par exemple, assis à une terrasse de bar, à enfin ne rien faire, passer du temps avec des gens, donc sociabiliser, Discuter, ouais, exactement. échanger et ne rien faire. Donc en fait, Maintenant, il y a souvent les téléphones. on va faire des matchs, ils vont perdre 2 points parce qu'ils ont bu de l'alcool, mais ils vont gagner 3 points parce ils se sont enfin reposés, ils ont enfin sociabilisé et ils ont soufflé, tu vois. Je suis d'accord avec toi s'ils s'arrêtent au verre de vin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'happy hour et les gens prennent 3 bières. Ah non, mais aujourd'hui, les gens sont dans un tel Ouais. état Non, mais- de crise, j'ai envie de dire crise spirituelle, parce que pour moi, c'est ça la base, qu'ils ont besoin de palliatifs, ils ont besoin de substituts. Le contexte est tellement anxiogène et ils ont tellement rien à quoi ils peuvent se raccrocher qu'il reste l'alcool. Mais comme c'est cercle vicieux, ils sont de plus en plus anxieux, donc ils ont de plus de mal à sociabiliser. Donc là où il fallait un verre pour les décoincer un peu du cul, maintenant il leur en faut 2, puis après il leur en faut 3, parce que Toujours comme ils ont bu plus, 2 quoi. verres d'alcool, ils ont un peu abîmé leur métabolisme et ils s'enfoncent dans un truc, tu vois. En plus, l'alcool réduit le taux de testostérone chez les hommes et Et l'augmente chez l'hormone les de femmes. croissance. Oui, c'est toi qui as parlé de ça il y a pas longtemps. Ce là. matin. J'ai vu, ouais. Faut se remettre à Intéressant. newsletter. T'as le mec qui fait C'est pour ça que toutes les fêtardes, elles ont de la moustache. Mais tu sais qu'en médecine, dans leur livre de médecine, Ah oui, mais 10 verres d'alcool, c'est normal, c'est recommandé. Par mois, par... Non, par semaine. Par contre, plus de 400 grammes de viande rouge, oulala. D'ailleurs, pour la viande rouge, en fait, c'est toujours pareil. C'est que évidemment, la viande rouge est mauvaise pour la santé quand tu l'achètes chez Leader Price. Mais d'ailleurs, les courgettes aussi de Leader Price, elles sont pas bonnes pour la santé. Elles sont vides de nutriments et pleines de pesticides. Exactement. On a encore quelques petites questions pour toi. C'est plus du vrai faux, tu vas pouvoir argumenter. Cool. En vrai, tu vois, on avait même des petites questions, mais tu as bien répondu. Nous, on avait une question. On va parler sexe. Allez, on parle sexe, là. Je suis chaud. Je crois qu'il y avait une stat qui était qu'il y avait je sais plus combien de jeunes de 25 ans qui n'avaient pas eu de rapport sexuel. Tu l'as eu, J'en ai parlé avec Bhaskar dans notre deuxième interview. Ok. Il m'a dit que 1 millénial sur 4 n'a pas d'amis. Quoi? 1 millénial sur 4. Notre génération. Oui, mais Ceux qui sont nés après l'an 2000, du coup. 1 sur 4 n'a pas d'amis. Pas d'amis. c'est fou parce que... Et après, il y avait les chiffres sur les relations sexuelles. Justement, tu vois, moi, j'ai l'impression que les gens, ils prennent plus le temps de faire l'amour. Mais ils sont trop anxieux. Et ils sont, ouais, mais Ça. alors, c'est vrai que quand t'es stressé, forcément, t'as moins d'érection. Mais en fait, tu vois, je me faisais la réflexion, je discutais avec des gens comme ça. Les gars, faites l'amour, en fait. Ça... Alors, vous encore détendre. mieux quand c'est pas... Parce que on parle souvent de l'entrepreneur qui est trop content, hop, il a un date Tinder, il y va. Et après, il dit, je me sentais mal, ça s'appelle la prolactine. C'est normalement, une fois que t'as joui et que t'as quelqu'un qui t'était pas trop envie de passer du temps, c'est ce qu'on appelle la Tu te sens prolactine. comme une merde. C'est pour ça que c'est aussi bien de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Spoiler, Ah. je viens de donner une vérité qu'on avait oubliée. Il faut que tu fasses un post LinkedIn là-dessus. Faut que je fasse un post. Tu sais que, ok, le lendemain du podcast, je fais un post LinkedIn. Et je vous taguerai tous les deux. Quand je fais l'amour avec Meryl, Non, mais c'est vrai, on oublie de ces genres de choses alors que c'est la Après, base. nous, on attend le mariage. Ouais, bah oui. Donc, Ouais, c'est important. c'est Ouais. important, tu vois. Ah ouais, ils ont tout ça. Voilà, là, en attendant, on est sur Tinder pour. Ouais, se juste donner histoire de un- valider votre potentiel sur le marché du sexe. Ouais. Voilà, là. Parce Oh, que un sujet de podcast. C'est entre faire l'amour avec une personne qu'on aime et regarder du porno, c'est pas pareil. Hein.
Alors, par contre, le porno, je crois qu'on sous-estime le nombre de mecs que ça a tué. Moi, ça m'a bien détruit aussi Moi quelques aussi, temps. hein. Mais moi, tu sais que j'étais cramé. Hein. Et moi, j'ai commencé à 12 ans, mec. Je te raconte un truc. Vas-y. Quand j'étais en Espagne en stage, C'est confession. non, je me réveillais plutôt le matin pour mater du porno. Je rentrais du taf à midi. Je matais du porno. Ah, mec, c'est chaud. Et avant de dormir, j'avais mon petit rituel. Je crois qu'à la fin, il n'y avait plus rien qui sortait. C'était de l'eau. J'imagine, mec. Et mais j'étais cramé. Et je sais pas, je sais pourquoi j'ai tenu à cette époque. Parce qu'à Barcelone, t'as du soleil, t'as 25 degrés, je mangeais hyper bien et je faisais du sport. Ouais. Donc ça m'a aidé à survivre. Mais tu me remets la même chose Ah là là. au nord, dans le Canada, à moins 40 l'hiver, C'est chaud. je sortais pas. Le Je porno, pense que c'est j'aurais chaud. pas survécu. J'ai balancé un truc là. Mais bon, je pense que c'est important l'addiction au porno parce que à chaque fois que j'en parle avec une femme, elle dit c'est pas tant que ça, vous vous rendez pas compte des malades mentaux. Je crois même des mecs sur OnlyFans qui doivent dépenser des 3-4 000 euros par mois alors qu'ils gagnent C'est un 1000 business, euros par mois et qui crament leurs économies pour voir des meufs à poil. Ah, mais Alors mais que tu tu fais être te rends beau gosse et. l'humain est une espèce sociale et le besoin de relation, le besoin de connecter, il est tellement fort que ça fait faire des trucs aux gens complètement fous. Et c'est pas fini, on n'a rien vu encore. Ouais, non, mais C'est le début, ouais. Et tu vois, moi, je trouve que c'est important de reparler de ça. Avec Meryl, le soir, des fois, on papote dans le lit. Et tu sais, juste le fait de se faire un petit câlin, de finir la journée comme ça, juste vraiment câlin. C'est trop important. Mais c'est tout. Mais mec, Mais même au niveau hormonal. ocytocine. Ocytocine, bien sûr. Même sérotonine, je crois. Ocytocine, Exactement, surtout, mais je ça crois. me paraît très évident, quoi. Je crois que c'est quand t'as 30 secondes de contact de peau à peau, c'est ça 30 Ouais, 30 secondes. C'est quoi la suite Bah, du coup, ça remplit de. Ça fait monter l'ocytocine. Ouais, exactement. Les limites, Peut-être Tu t'as- sens Ouais, bien, en c'est fait. En autonome. gros, en 30 secondes de câlin, tu t'es apaisé, quoi. Ouais. D'ailleurs, quand quelqu'un pleure, le réflexe, c'est qu'on lui fait un câlin. Hein. On fait pas un Pourquoi on est aussi apaisé quand t'as tu sais, un bébé dans les bras et. Alors, depuis que j'ai porté ma petite cousine, je n'ai jamais connu un truc aussi apaisant. Ouais. C'est hyper relaxant. Mieux que T'oublies les chats. tout. Non, mais les chats. Pardon. Non, mais t'oublies tout, tu vois. je suis Tu d'accord. disais avec ses petits pieds, ses petites mains, là, il est tout mignon. Je suis d'accord. Non, mais c'est hyper important. En fait, ça, c'est un des sujets que les gens sous-estiment le plus, c'est l'impact de nos actions sur nos hormones. Enfin, il y a des trucs qui sont assez évidents, qui ont un impact sur les hormones, mais il y a des trucs, intuitivement, tu te dis pas, vas-y, je vais faire un câlin, ça va modifier mes hormones, quoi. Alors que si, énormément, et ça va tout changer. Surtout que quand tu regardes du porno, tu te sens un peu nul. Hein. Ah bah, tu te sens comme une merde. Ça détruit ton système de la dopamine. En fait, Tu vois un mec se prendre la fille de tes rêves il sur y a ça. l'instant T. Déjà, il y a ça, donc tu te sens comme une merde. En fait, du point de vue affrontement éthologique, deux mâles qui s'affrontent pour la femelle, en fait, tu te sens comme une merde. Donc, en fait, ta sérotonine baisse, un peu comme les homards de Peterson. Et un autre truc aussi, c'est que ça envoie comme signal à ton cerveau que tu viens d'obtenir, en tant que mec, tu viens d'obtenir sans aucun effort la chose que tu veux le plus au monde, du point de vue évolutionniste. Donc ton cerveau ne comprend pas. C'est Il est mindfuck. disjonctement, oui. Il disjoncte, quoi. J'ai dit mindfuck. Ouais. Frappez-moi à la fin. Mindfuck. Ouais, il disjoncte complètement, il comprend pas. En fait, il est censé y avoir un équilibre entre l'effort que tu fournis pour obtenir une récompense et enfin, entre l'effort que tu fournis et l'ampleur de la récompense. Là, on a récompense, effort. C'est chaud, quoi. Et Et toi, c'est toi, quelque chose de nouveau. Quand je t'ai parlé de ça la première fois, parce qu'on en a toujours parlé librement, toi, tu connais aucune fille qui t'a dit ouais, Non, je crois que c'est pas trop le délire des meufs. Hein. Ah, Ouais, non, du D'accro au porno. porno. Ah ouais. le marché est plutôt fait pour les mecs. Moi, j'en ai connu une. Ah ouais Ouais, mais Et, c'est rare, il y en a c'est qu'une. très rare, ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, Et, t'en connais qu'une. J'en ai connu Après, je pense une. que les filles le disent peut-être moins aussi. Et elles consomment pas le même porno non plus. Hein. Ouais. Attends, ça aussi, bon, je pense qu'après on va clôturer le sujet du porno. Oui. Mais chez les mecs, il y a aussi différents types de consommation. Tu vois, moi, ce que j'adorais faire à l'époque, ce que je faisais, quoi, c'était des couples amateurs. Quand je discutais avec des potes à moi, Ouais. je me suis rendu compte que j'étais de loin le moins extrême. Mais il y en a, mec, qui regardent des trucs sordides. Hein. Non, mais déjà, les trucs qui sont illégaux. Oui. De deux, ils regardaient des trucs de dessins animés, Ah, mec, ça, dédicaces à tous les hentai. c'est un putain de cauchemar. Ensuite, il y avait aussi, tu sais, tout ce qui était la blanche, si black, Ouais. les partouzes. Ouais. Et en fait, Les moi, je me suis dit, gangbangs. dans l'écosystème du porno, j'étais un mec sain. Et c'est là où je me suis dit, et c'est à ce moment-là, quand j'avais fait cette conclusion, que j'ai dit, t'arrêtes. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et je crois que ça fait plus de Tu vois. 3 ou 4 ans. Attends, je sais Ça plus, fait mais. bientôt 4 ans qu'on est ensemble. Ouais, mais. Tu sais pas tout. Non, si, je lui avais dit. Non, parce que quand t'es un mec, en fait, t'as pas compris que c'est dissociable. D'ailleurs, quand t'es un mec, t'associes la masturbation au porno. Ça, c'est un C'est un problème. problème. Un énorme problème. Tu dissocies pas les deux, quoi. Il y en a qui peuvent pas faire autrement.
Mais c'est tellement ancré. Ah oui. Quoi, tu le fais sous la douche sans rien? Tu développes cette habitude, mec. Tout à l'heure, tu me demandais si je pense que le sucre, c'est le génocide du siècle. Je le mets au même niveau que le porno. Moi, je le mets au même niveau que l'alcool aussi. Ouais. Et je le mets au même niveau aussi que le... Bon, c'est déjà pas mal. Alors, avec Meryl, on avait une super question à te poser, parce que je sais que tu attaques souvent ce sujet. Attends, j'essaie de deviner. Un sujet que j'attaque souvent? Oh, tu taquines les gens mignonnement. Tu as taquiné quelqu'un sur les réseaux sociaux il y a 2-3 jours sur ça. Il y a 2-3 jours? Tu lui as dit, c'est pas en faisant que ça va mieux aller, mais c'est en te reposant. Ah oui, ok. C'est quoi? La douche froide? Exactement. Donc, est-ce que pour toi, il y a un lien avec la douche froide et le stress? Ça, c'est intéressant comme question. Ça, il pète un câble. La douche froide, qu'est-ce que c'est la douche froide? C'est un stresseur. C'est une source de stress. En gros, la douche froide, c'est un des trucs les plus inconfortables qui soit. C'est un truc qui nous met en alerte. Donc quand on se met sous une douche froide, déjà inconsciemment avant d'y aller, on n'a pas du tout envie parce qu'on sait que ça va être très désagréable, même si on peut s'habituer, etc. Donc la douche froide, c'est un truc qui est interprété par le corps comme un signal d'alarme fort, comme un danger. Et donc il doit fournir une réaction de stress pour y survivre, pour s'y préparer. Donc quand on est sous la douche froide, d'un coup, réaction hormonale de ouf, l'amygdale s'excite, il y a un danger, vite, on balance, on commande aux glandes surrénales de balancer du cortisol, faire monter l'adrénaline, tout ça. Donc évidemment, quand on sort de la douche froide, on se sent hyper réveillé, au taquet, concentré, focus, on est dans limitless, tout est génial, c'est la folie, on est euphorique, c'est trop bien. On va pouvoir plier la to-do list, niquer les mères. Oh, le short. mais le problème, c'est que, comme dirait Milton Friedman, économiste célèbre, there is no free meal. Il n'y a pas de repas gratuit. Et la douche froide, c'est tirer sur la corde. En fait, on a quelqu'un qui est en extrêmement bonne santé, qui n'est pas stressé chroniquement, qui mange parfaitement bien, qui vit dans un environnement à peu près sain, etc., qui va au sauna régulièrement pour bien se nettoyer, qui stimule son système cardiovasculaire et son système lymphatique pour se nettoyer, machin. La balance bénéfice-risque de la douche froide, pour lui, sera positive. Genre Maxime Frost. Par exemple. Lui, c'est il l'expert du vit froid en au pied France. du Mont Blanc, la vie est belle, vas-y, prends des douches froides, tu vas devenir un surhomme, tu vois. Quelqu'un qui vit en ville, dans un environnement pollué par les ondes électromagnétiques, par le bruit, qui mange de la merde, qui absorbe plein de perturbateurs endocriniens, qui dort pas assez, qui gère plusieurs boîtes, qui a des cernes bleues de ouf parce que son foie est épuisé, etc. Les cernes bleues, ça vient du foie. Les gens pensent que c'est vrai, j'ai pas bronzé. Non. Et ben ce mec, s'il prend des douches froides tous les matins, il va dépasser ses propres capacités d'homéostasie. En fait, il va aller au-delà de sa limite. Il va aller trop loin de la frontière de sa zone de confort. Et il va provoquer des gros dégâts, en fait. Là, la balance bénéfice-risque, pour lui, elle est négative. Donc la douche froide, c'est du cas par cas. Et ça peut être intéressant à un moment de ta vie, mais pas à un autre moment. En faire une religion, en faire un dogme, comme ce qui est en train de se produire, c'est extrêmement dangereux. Tu vois ? Parce que la douche froide, c'est violent. Hein. Surtout la douche glacée, c'est quelque chose de violent. Donc quand je vois des mecs s'auto-flageller, se faire du mal, et s'obliger, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de la faire, ils ne doivent pas du tout écouter les signaux que leur corps leur envoie, la fatigue, etc. Ils y vont quand même. Naturel sera la sélection. Ceux qui sont fatigués, ils font une douche froide, ça demande énormément d'énergie au corps pour se réchauffer. L'énergie que le corps n'a pas à disposition. Sinon, il ne serait pas fatigué. Ouais, tu vois. Donc ouais, c'est intéressant la douche froide, mais il faut comprendre quelles sont les implications. En vrai, si on résume pour pas être stressé, donc on a tout ce qui est d'un point de vue physiologique, donc tout ce qui peut être sauna, hammam, méditation, respiration, étirement. Il y a avoir un bon équilibre entre le sport, un excellent sommeil, parce que tout part du sommeil, une alimentation anti-inflammatoire avec des bons nutriments pour que le corps ne soit pas carencé, et globalement, regarder ce que 95% des gens font et se dire, tiens, est-ce que c'est la norme ou est-ce que c'est la nouvelle norme? Et se demander qu'est-ce que nos grands-parents faisaient qu'on ne fait plus, qui nous aidait énormément. Typiquement, les dimanches à rien faire, les discussions, et finalement, éplucher les patates, c'est peut-être pas tant que ça une perte de temps, sauf si c'est vrai que c'est fait tous les jours et que ça prend 2 heures. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, cuisiner aide à la digestion, au passage. Donc, en vrai, on a vu pas mal de choses. Est-ce que... c'est moi qui fais le chroniqueur d'un coup. Toi, déjà, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Parce que toi, quand même, globalement, pour te connaître, t'es pas quelqu'un de stressé. T'as juste des pics. Ouais. Tes pics. Mais Artie va nous dire si c'est bon ou pas. J'ai l'impression que pas stressé, pic, c'est bien mieux que toujours un peu stressé. Vaut mieux être stressé, pas stressé, qu'être dans un flou constant. Genre par événement. C'est un truc qui va plus me stresser qu'un autre. Mais j'ai pas un stress quotidien.
C'est bon signe. Ça veut dire que si tu as une réponse de stress quand le quotidien l'exige, c'est que ton système fonctionne bien, en fait. Il y a des gens, même quand c'est le chaos autour d'eux et qu'il y a un vrai danger, pas stressés parce que... Martin. Oui, soit ils vont pas stresser parce que c'est fondamentalement des gens calmes et qui sont sécures psychologiquement, soit ils vont pas être en mesure de stresser parce qu'ils ont tellement épuisé leur système leur corps ne pourra pas fournir une réponse de stress. Il ne pourra plus le faire. C'est deux choses différentes. La première option, celle de Martin, du coup, elle est plus intéressante, mais ça dépend des fondations psychologiques de l'individu. Je le connais pas, Martin, mais du coup, je soupçonne qu'il a eu une enfance plutôt sécurisante sur le plan émotionnel et que du coup, il a des réactions de stress qui sont proportionnelles à la source de stress. Ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, par exemple, si ton amygdale, petite glande du cerveau, elle est suractive et qu'elle balance trop elle surinterprète les signaux de stress, parce que, je sais pas, quand tu étais gamin, tu as été traumatisé par le fait de parler à des inconnus, du coup, en tant qu'adulte, dès que tu dois être amené à parler des inconnus, ton amygdale, il déclenche une réaction de stress alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Et donc, tu as une réponse de stress qui est disproportionnée. Ok. Et Martin n'a pas l'air d'être quelqu'un comme ça. Ah non, c'est le mec le plus relax du monde, je crois. Le mec était à 124 BPM, battement de cœur dans la rue à Bangkok. Et il s'est dit, bon, au pire, si je tombe, les gens appelleront les pompiers pour moi. Okay, après, c'est d'un côté, c'est bien. Il est... c'est bien d'être chill. Bien d'être chill, mais des fois l'exigence demande d'être stressé, donc il faut savoir faire les deux. C'est pour ça que moi je dis souvent que Adoméos retourne vers l'équilibre, mais le but c'est pas de toujours être à l'équilibre, parce que des fois le chaos parfois. C'est ça, exactement. Le but c'est d'être capable de monter à des niveaux de stress très élevés quand les exigences quand le contexte l'exige, et d'être à des niveaux de stress très bas, et d'être capable de revenir rapidement à un état d'équilibre sur commande, grâce à la respiration, grâce à différentes choses. Je pense que tu vois, il y a 3 phases quand on va prendre l'exemple d'entrepreneur. Tu as la phase où tu charbonnes, qui est donc le chaos total. Tu n'as plus de routine, tu te lèves, tu sautes tes repas et tout. Et en fait, ce que font les gens après, c'est qu'ils reviennent par une phase de routine. Et en fait, moi, je pense qu'il faut intégrer un truc entre les deux qui est une phase de repos total. Exemple, tu vas 2 semaines à Paris, t'enchaînes tous les soirs un événement. Tu te couches à 2h, t'es complètement déréglé, c'est le chaos. Après, t'enchaînes, tu te fais une semaine où t'as pas de réveil, t'as rien. T'écoutes, t'as faim, tu manges, t'as pas faim, tu manges pas. Et après seulement, tu reviens en routine. Et je pense qu'en fait, si tu fais que chaos, routine, il te manque la phase de « Attends, je fais aucun des deux là, je fais rien, et juste vraiment, j'écoute mon corps. » C'est important. Comme on l'a dit, la récupération. Et t'as vu, dans la vie, tout fonctionne par 3. Et là, encore une fois, on retrouve une trinité, chaos, repos, routine. Tu me fais penser à un truc aussi que je dis souvent. Je reviens sur la phrase de Milton Friedman, « Il n'y a pas de repas gratuit. » There is no free meal. Il est trop fort, lui. D'ailleurs, les fondamentaux de l'économie sont les mêmes que les fondamentaux de la santé quand on creuse un peu. Ce que je voulais dire, c'est que le temps que tu vas passer dans un état de sursollicitation, de surperformance, devra être compensé par du temps passé dans un état de sous-performance, de repos total. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet équilibre, alors tu creuses ta dette. Et quand tu creuses ta dette, au bout d'un moment, tu payes la putain d'addition. Exemple, la France vit à crédit depuis 40 ans. Elle a 3 000 milliards de dettes. Le gouvernement français est au bord de la faillite. Soit il fait preuve d'agressivité et il vole le peuple en augmentant les impôts, soit il s'effondre. On sait ce qu'il va choisir, mais tu vois le parallèle. Il était peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'aime bien le faire. En tout cas, voilà, il faut compenser. Si tu veux pouvoir surperformer un moment, si ton contexte, si ton quotidien l'exige, alors demain, tu as une conférence, tu dois être au taquet devant 10 000 personnes, tu dois faire le show et donner tout ce que tu as, être hyper performant, ok. Prends une douche froide le matin, fais un jeûne intermittent, bois un café, tu vas être une machine de guerre. Oui, mais c'est occasionnel. Mais ne fais pas ça tous les jours. Parce que si tu compenses pas par du temps passé ici, là, à te reposer, à ne pas solliciter tous tes sens, tu vas te brûler les ailes, en fait. Ça va te coûter cher. Parce qu'on n'est pas des machines. C'est ça. Non, je pense qu'on a tout dit. Ouais, on a tout dit. Donc, allez suivre Adoméos, notre cher ami sur les réseaux. Je pense que c'était l'épisode 12, vers l'épisode 50, ce serait bien d'en faire un. Go, mec. En gros, ça fait dans un an, quoi. Après. Vas-y, on te donne rendez-vous dans un an. Voilà, en fait, pour Noël, en gros, on se voit. N'oubliez pas aussi de suivre Meryl et moi-même, Flavio, sur les réseaux. Si vous voulez du piquant, c'est LinkedIn. Si vous voulez du piquant, c'est Insta. Si vous voulez du piquant, c'est YouTube. Il y a des épices. Partout, il y a des épices. Le pot est tombé dans le plat. C'est spicy de partout, là. C'est ça qu'on veut. Hein. Et surtout, on vous tenait à remercier La Capsule, le studio de podcast qui nous sponsorise aujourd'hui.
Donc magnifique studio comme vous pouvez voir C'est et beau, hein. c'est important de... Ah bah tout va se faire là, même les vidéos YouTube, je pense. C'est à Là, Paris, donc si vous voulez tourner vos podcasts, vos vidéos YouTube, vos réels, venez ici, il y a tout ce qu'il faut. En plus, il y a Luffy. Et en plus, il y a Luffy qui est là, qui vous surveille. Alors attention. Alors moi, j'ai Mario. C'est bien aussi. C'est pas En mal. plus, il a une combinaison. Ah non, c'est un Oui, costume. C'est Non, Mario, il est juste version Kinder Bueno il est blanc, tu sapé. sais. version Raffaello. Bon, bah merci tout le monde. À la Merci prochaine. à vous pour l'invitation. Bah, c'est avec un grand plaisir. Et merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. À bientôt. À bientôt.